Moi, je suis neurologue et je travaille depuis 2012 dans le service de génétique clinique du docteur Héron à la Pied-Salpêtrière et plus particulièrement dans le centre de référence maladies rares neurogénétiques avec Alexandra Dur et également avec Ariane et d'autres. Et donc, juste pour introduire peut-être la raison de ma présence ici, enfin, je ne sais pas, je me pose la question. En tout cas, je suis fascinée depuis que je suis en génétique par cette spécialité. Avant, je travaillais plutôt en neurologie plus générale, où je voyais des patients atteints de maladies neurodégénératives graves, mais plutôt non génétiques. Et je suis donc fascinée, très intéressée par cette discipline qui nous permet de questionner la technique, sa maîtrise et sa portée, le handicap, la chronicité, la norme sociétale et le sens du soin. Et ici, je vais vous parler des patients adultes que je suis, qui sont atteints de maladies neurodégénératives, donc rares et génétiques. Et je ne parlerai pas du tout des adultes non présymptomatiques. Ce sont des pathologies graves qui peuvent donner des atteintes motrices, voire cognitives, psychiatriques, voire même sensorielles et extraneurologiques. Et parmi les plus fréquentes, il y a par exemple l'ataxie de Friedreich, certaines autres ataxies qui sont dominantes et la maladie de Huntington. Ces maladies, elles peuvent débuter à tout âge, plutôt dans l'enfance ou l'adolescence pour l'ataxie de Friedreich et plutôt à l'âge adulte pour les ataxies dominantes et la maladie de Huntington. Et donc elles sont graves. Ces maladies, celles que je viens de citer en tout cas, puisqu'elles diminuent l'espérance de vie, mais à long terme, c'est par exemple 20 ans d'espérance de vie pour le Huntington et les ataxies dominantes, voire même à très long terme, 30 à 50 ans d'espérance de vie pour l'ataxie de Friedreich. Et on peut donc parler de pathologie chronique, voire ultra-chronique, puisque certaines personnes sont connues des services, notamment de génétique, depuis les périodes présymptomatiques, avant l'apparition des symptômes, jusqu'aux périodes avancées de la maladie et jusqu'au décès. Ce sont des maladies qui n'ont pas encore de traitement, ni préventif, ni curatif, avec des espoirs récents de thérapie dans les années à venir. Et donc, quand je préparais ce topo pour sur l'annonce de l'origine génétique chez l'adulte, j'ai donc cherché des histoires cliniques, parmi plein d'histoires, que je pourrais vous livrer. Et donc, beaucoup de situations d'annonces me sont revenues, des annonces qui m'ont marqué, qui étaient toutes différentes, variables en complexité. Et pour sélectionner, j'ai finalement cherché à identifier ce qui était vraiment spécifique de l'annonce de l'origine génétique dans ces différentes annonces. Et je me suis demandé, est-ce que c'est annoncer une maladie grave, chronique et le plus souvent incurable ? Non, bien évidemment, bien que ça soit notre quotidien en neurogénétique, car il existe bien d'autres maladies graves, chroniques, incurables qui ne sont pas génétiques. Est-ce que c'est d'arriver au terme d'une longue, voire très longue quête de diagnostic ? On en a beaucoup parlé ce matin. C'est vrai qu'en génétique, elle est très longue parfois, cette quête. La quête du nom du syndrome, du nom de la maladie, puis de sa cause génétique. Mais en y réfléchissant, je dirais quand même que non, ça n'est pas spécifique de l'origine génétique. Peut-être son caractère extrême est spécifique de l'origine génétique, mais il y a bien d'autres maladies rares dans lesquelles les patients ont des parcours similaires avec une errance diagnostique très longue, maladie auto-immune ou inflammatoire. Donc ce serait plutôt spécifique de la rareté de la maladie, cette longue errance diagnostique. Et finalement, je me suis fait la remarque que ce qui différenciait ma pratique de l'annonce aujourd'hui par rapport à avant, c'est que beaucoup plus souvent qu'avant, les annonces ou les non-annonces suscitent des tensions éthiques qui vont nécessiter des discussions en équipe multidisciplinaire. Dans cette discipline qu'est la génétique, l'éthique est questionnée tout le temps. Elle est questionnée quand on détient et qu'on délivre une information qui serait nuisible, au moins pour partie, au projet de vie de la personne ou de son entourage. Elle est aussi questionnée quand on détient une information qui n'est pas délivrée aux personnes concernées, alors qu'elle pourrait être utile à leur projet de vie. Et donc, quelles sont les raisons majeures de ces tensions éthiques liées aux annonces et qui sont spécifiques de l'origine génétique? Il y a principalement 3 raisons. La première, que je ne détaillerai pas puisqu'on a déjà beaucoup parlé, c'est l'évolution des techniques de séquençage qui donnent l'accès à des données génétiques de plus en plus complexes, difficiles d'interprétation, voire incidentales.
Et je m'intéresserai plutôt aux raisons suivantes. On en a déjà aussi un petit peu parlé ce matin. L'information génétique, elle dépasse largement le cadre de la consultation patient-soignant, puisque par définition, elle concerne les apparentés nés ou à naître, surtout dans les maladies autosomiques dominantes. Et ainsi, pour vous donner un exemple de notre quotidien, une information donnée à un grand-père de 70 ans, chez qui on va faire le diagnostic de la maladie, peut concerner très facilement et immédiatement une vingtaine de personnes, voire même une trentaine de personnes, si on prend en compte les aidants qui sont largement concernés dans le diagnostic de telle maladie. Et l'autre raison qui est liée à la précédente, c'est le cadre légal de l'information à la parentèle depuis 2013, puisque c'est le parent, c'est le patient qui est censé transmettre l'information aux apparentés. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Ariane par rapport à la transmission sur son cas. Ainsi, derrière l'annonce de l'origine génétique, chez le premier cas diagnostiqué, il y aura des réactions qui vont nous échapper totalement et forcément. Une chaîne d'annonces successives où l'information va résonner différemment selon la psychologie, l'histoire, les attentes de chaque individu et leurs éventuels processus d'identification aux personnes atteintes. Mais il y aura aussi des chaînes de silence. Certains vont décider de ne pas transmettre l'information, d'autres vont même se savoir à risque, ils vont même se savoir atteints, mais décider de ne pas vouloir accéder à l'information de leur statut génétique, probablement parce que c'est pour eux, à ce moment-là, une effraction trop violente. Alors comment respecter en même temps ceux qui veulent savoir et ceux qui ne veulent pas savoir? L'histoire que je vais prendre comme illustration, au final, après avoir pensé à beaucoup d'histoires, finalement, ce n'est pas une histoire d'annonce. C'est plus une histoire de non-annonce, avec les multiples conséquences de cette non-annonce. Une histoire qui sera plutôt une histoire de silence, de culpabilité et de solitude dans une famille où le nom de la maladie ne soulage pas, comme on l'a dit ce matin dans d'autres types de maladies, du moins il ne soulage pas encore. Et les principaux protagonistes sont trois adultes qui sont trois frères. Je vais les appeler Alain, Frédéric et Marc, et une petite fille. Les autres protagonistes de cette histoire sont des neurogénéticiens qui se sont succédés dans le temps pendant de nombreuses années sur le suivi de Frédéric et des neuropédiatres. La première personne que je rencontre dans cette famille, donc c'est Alain, en 2015. Et en fait, Alain, il avait été adressé en génétique dès 2014 par un neurologue de ville pour des troubles de la marche. Il a un papa qui est atteint d'une maladie SCA2. Je vais vous détailler un peu plus loin quelle est cette maladie. Et il a deux frères, dont un frère, Frédéric, et une sœur qui sont atteints de cette même maladie. Donc SCA2, c'est une ataxie cérébelleuse autosomique dominante, c'est-à-dire une maladie qui provoque des troubles de la coordination des quatre membres, de l'élocution, de la déglutition, des mouvements oculaires, qui diminue l'espérance de vie à une vingtaine d'années. Et elle a aussi comme particularité génétique qu'il existe un phénomène moléculaire d'instabilité où l'anomalie génétique va s'aggraver de génération en génération, c'est-à-dire que l'anomalie ici, c'est une expansion de triplet, ça n'est pas une mutation ponctuelle, et cette expansion peut s'allonger au fil des transmissions. Donc il n'est pas rare dans cette maladie d'avoir un parent atteint, mais qui soit moins atteint que son enfant et encore moins atteint que son petit enfant. Or, il s'avère que Alain est lui-même père de 4 enfants et que sa dernière fille de 1 an a une atteinte neurologique sévère avec une régression des acquisitions dès l'âge de 2 mois et actuellement sans diagnostic posé. Alors, suite à ce courrier du neurologue qui nous l'adresse en génétique, un rendez-vous lui est proposé en juillet 2014, mais Alain ne se présente pas. Il est réadressé au service de génétique en février 2015, cette fois par les neuropédiatres qui suivent sa fille. Les neuropédiatres suspectent chez sa fille une forme précoce néonatale et très grave de cette maladie SCA2. En effet, elle a une encéphalopathie avec une épilepsie précoce, elle a une tétraparésie spastique, elle n'a pas de contact visuel, elle n'a aucune acquisition et elle a même assez rapidement une gastrostomie d'alimentation.
Et l'équipe pédiatrique se trouve un petit peu en difficulté, souhaitant établir un diagnostic chez l'enfant, d'une part pour arrêter les recherches diagnostiques et les examens qui seraient inutiles, pour pouvoir nommer la pathologie entre soignants et puis aussi expliciter cette maladie aux parents. Mais devant l'ambivalence de la demande de diagnostic des parents et l'ambivalence surtout du père qui refuse de consulter en génétique, il décide de ne pas faire le test génétique chez la petite fille pour protéger donc son père d'un test génétique qui serait à ses dépens. Et donc, Alain est vu pour la première fois en consultation de neurogénétique en février 2015, à la demande de la neuropédiatrie. Il vient seul, il ne se sent pas malade quand on lui pose la question, et il impute ses quelques difficultés de marche et d'équilibre au traitement antidépresseur qu'il prend donc pour une dépression assez sévère. Et j'oriente Alain dans le contexte de la pathologie familiale qui est connue, un SCA2, vers une démarche de diagnostic présymptomatique, mais il ne s'y rend pas. Il est revu en septembre 2016, adressé à nouveau par un neurologue de ville, parce qu'Alain commence à prendre vraiment conscience de difficultés motrices dans son quotidien, ça le gêne pour son travail. Et petit à petit, il accepte une prise en charge à 100%. Même un dossier MDPH est débuté pour une ataxie cérébelleuse. Toutefois, Alain refuse le test génétique. Il est hermétique. C'est très compliqué finalement de savoir ce qu'il sait de la maladie familiale, du pronostic, du risque pour ses enfants, et encore plus impossible d'évoquer l'idée que sa petite fille pourrait être atteinte éventuellement d'une forme grave de SCA2. Et à ce moment-là, il est adressé à Ariane, qui a un échange téléphonique avec lui que j'ai retrouvé dans mes mails. Elle me dit « Rendez-vous pris avec monsieur ». Il était assez hésitant, disant qu'en fait, il ne sait pas pourquoi, mais ne veut pas faire le test. Je l'ai rassuré quant au but de cet entretien. « Ne suis pas tout à fait sûr qu'il se présentera au rendez-vous. Je te tiendrai au courant. » Il ne s'est pas présenté à l'entretien avec Ariane. Alors, je vais laisser ici Alain pour poursuivre avec son frère Frédéric, parce que quelques jours après la consultation avec Alain, en septembre 2016, je vois son frère Frédéric pour la première fois, celui qui a une ataxie cérébelleuse connue. Frédéric a 45 ans et son ataxie cérébelleuse a débuté vers l'âge de 23 ans. Il est suivi depuis l'âge de 28 ans en génétique, donc depuis 17 ans. Il vit seul, il a un fils en garde partagée avec son ex-épouse. Et donc ce patient que je vois pour la première fois, dans les consultations antérieures très, très nombreuses avec les collègues, je me rends compte qu'il n'est jamais venu accompagné de sa famille. Il est toujours accompagné d'auxiliaires de vie ou bien il vient seul. Donc jamais accompagné de ses frères, de sa sœur ou de son fils, ni de son ex-épouse. Et donc quand je le vois, il est seul. Il a une pathologie SCA2 évoluée, il est en fauteuil roulant, il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il a des troubles de l'élocution assez importants qui rendent la communication difficile, des troubles de déglutition modérés, mais somme toute, il est stable. Et pour moi, il s'agit d'une première consultation sans grande particularité. Mais 6 mois plus tard, en avril 2017, je suis appelée en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière pour Frédéric, qui s'est aggravé de façon majeure et assez rapide. Et quand je vais le voir en médecine interne, il est dans un état grabataire et cachectique. Et il est en fin de vie. Donc je vais le voir avec l'équipe de soins palliatifs pour aider les équipes soignantes qui sont quand même en difficulté. Un monsieur qui est dans un état vraiment... c'est compliqué, il est extrêmement maigre. Il a perdu tout contact. Et donc, on me demande, ce qui est normal, bien sûr, de rencontrer la famille qui souhaite me voir. Ainsi, je rencontre ses 2 frères en médecine interne dans un couloir, et puis on va s'asseoir un peu plus loin, là où il y a des chaises. Ces 2 frères, donc, le patient Alain, dont on a parlé juste avant, et son autre frère, Marc, que je n'avais jamais vu et qui me semble totalement asymptomatique. Et ces deux personnes m'interrogent, sont vraiment sous le choc. Ils ne comprennent pas pourquoi leur frère
Frédéric meurt, est en train de mourir. Et je me rends compte qu'ils n'ont en réalité aucune notion du mécanisme de la maladie, du pronostic de la maladie. Et pour cause, personne d'autre n'est mort dans la famille. Leur père qui est atteint, je ne l'ai jamais vu, et d'ailleurs, il n'est pas suivi en génétique. Donc il a une forme vraisemblablement plus légère. Et donc je me vois expliquer qu'il a donc une pneumopathie d'inhalation, une cachexie qui sont liées aux troubles de déglutition, qui sont liés à sa maladie neurologique SCA2. Et à ce moment-là, j'ai un peu l'impression de subir tout ce qui m'arrive et un fort sentiment d'échec, c'est-à-dire de voir ce patient, Frédéric, qui décède dans des conditions extrêmement difficiles, y compris pour l'équipe soignante qu'il a en charge, et de me voir messagère d'une certaine violence envers ses frères et surtout le frère Alain. En effet, expliquer ici la maladie, son évolution, le mécanisme qui cause le décès de Frédéric, à ces deux frères qui ont visiblement très peu d'informations sur la maladie et son pronostic, ça me semble difficile et pourtant, sur le moment, il m'est impossible de faire autrement. Alain, qui refusait de nommer la maladie de son frère, ses propres symptômes et ceux de sa fille, qui est également en train de décéder, à qui on n'a pas pu parler avant ni de diagnostic, ni de pronostic, ni d'incertitude et des possibilités pour chacun d'avoir un destin individuel, est confronté à la réalité brutale de l'imminente échéance du décès de son frère. Et donc ce moment me semble faire vraiment irruption, une collision. Il bouleverse son déni, peut-être cette stratégie d'immortalité à laquelle Marcella Alexandra faisait référence dans l'article du dernier livre d'éthique. Celle qu'il a construit pour lui-même et peut-être pour sa fille, et qui lui permet de vivre avec ses symptômes débutants et de contenir son sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa fille. Mais l'histoire continue avec Alain. Sa fille décède 3 mois plus tard en neuropédiatrie à 4 ans et demi sans diagnostic posé. Et à partir de ce moment-là, il commence à venir plus régulièrement en neurogénétique. Je le vois en 2017, 2018, 2019. Il a une ataxie modérée. Il est pris en charge. Mais l'idée de faire le test génétique reste très anxiogène. Il n'est pas vraiment possible de nommer la maladie. À la limite, on peut parler d'ataxie, mais parler de SCA2 ne semble pas possible. Il me dit qu'il a peur que sa maladie empire si on fait le test génétique. Il y a probablement chez lui des freins plus implicites qui ont à voir avec la culpabilité, bien sûr, la peur concernant ses autres enfants et peut-être aussi la peur pour lui de ne plus pouvoir assurer son rôle de père. Il a quand même 3 autres enfants. Et les années passant, on se rapproche petit à petit de la problématique de la transmission de l'information génétique à ses 3 enfants, dont l'aîné est un garçon et a 13 ans, car le refus de Alain de connaître son propre statut est évidemment un frein majeur à la transmission de l'information. De l'information qu'ils sont à risque de 50% et qu'ils ont eux-mêmes un risque de transmettre une forme sévère, néonatale de la maladie. Alors cette histoire interroge à plein de niveaux. Elle interroge sur l'annonce et sur la transmission de l'information au sein de la famille. Là, je vais vous livrer quelques questions, mais il y aura sûrement d'autres questions qui vont vous venir. Je me suis demandé quel était l'impact de la première annonce, celle délivrée par le généticien, sur les annonces futures. On ne pourra évidemment pas répondre à cette question. Mais dans cette histoire, on ne sait pas comment s'est passée l'annonce de la maladie au père de Alain et Frédéric. On ne sait pas comment s'est passée l'annonce à Frédéric. Évidemment, on ne sait pas ce que Frédéric a transmis comme information à son frère, à sa sœur, à son propre fils que je n'ai jamais vu, etc. Visiblement, rien ne s'est transmis dans cette famille, si ce n'est le nom de la maladie, SCA2. En tout cas, il est notable de voir qu'à chaque consultation, chacun des protagonistes, Alain d'un côté, Frédéric Deleur, venait toujours seul à la consultation. A-t-on une responsabilité, au moins morale, envers les autres personnes concernées par l'annonce ou la non-annonce? Mais alors qui? Des personnes présentes et futures, mais alors sur quelle durée? Suis-je responsable de la naissance d'un petit-fils ou d'une petite-fille atteinte d'encéphalopathie
si je n'arrive pas à amener, dans les années qui viennent, Alain à son diagnostic? Le neuropédiatre de sa fille aurait-il dû faire le diagnostic chez cette petite fille malade parce qu'elle était après tout symptomatique, et ainsi cela aurait forcé Alain à prendre connaissance de son diagnostic génétique? Et par ailleurs, aujourd'hui, qui d'autre, à part moi, est dépositaire de l'information pour les enfants de Alain? Dans cette histoire, les conséquences de l'annonce impossible chez Alain sont, il me semble, très lourdes. Le non-accès à un conseil génétique pour lui-même, probablement une implication sur la prise en charge de sa petite fille. J'en parlais justement avec les neuropédiatres. Alexandra Afenjar a dû partir. Mais elle me disait, c'est vrai que si les parents avaient été plus réceptifs, si la maladie avait été connue chez les parents, si on avait pu discuter avec eux, la prise en charge de la petite fille aurait certainement été un petit peu différente et probablement que les soins palliatifs auraient été débutés plus tôt chez elle. Une autre conséquence, c'est bien sûr le non-accès potentiel des 3 enfants d'Alain à un conseil génétique futur, avec un risque de transmettre une forme néonatale de la maladie. Mais aussi une conséquence qui me semble majeure, en tout cas moi qui m'a beaucoup marqué, c'est cette effraction psychologique brutale qu'a représenté chez lui le décès de son frère Frédéric, et dont je me suis trouvée témoin et messagère, malgré moi. Cette histoire a été un important moteur dans l'intérêt que j'ai ensuite développé sur l'anticipation des questions de fin de vie dans les maladies neurogénétiques. Pour terminer, j'ai pris ici un exemple extrême où l'annonce est tellement difficile qu'elle en est aujourd'hui impossible. Dans ce type de situation où l'annonce ou la non-annonce est source de tensions éthiques, l'équipe multidisciplinaire est une très grande aide pour préparer l'annonce. Évidemment qu'elle est utile pour évaluer le degré d'incertitude autour du résultat moléculaire avec les biologistes et les cliniciens experts. Mais j'ai envie de dire, si c'était que ça serait un staff classique d'experts. Non, il se passe d'autres choses dans ce staff. Chaque personne présente, avec tous des disciplines différentes, prête sa voix propre, avec ses propres sensibilités, aux multiples et absents protagonistes de l'histoire, le patient, les parents, la fratrie, le fœtus peut-être, voire même l'enfant qui n'est pas encore conçu. Et c'est cette liberté dans la transdisciplinarité qui est un terreau fertile aux discussions éthiques. Et d'ailleurs, ça me permet de remercier les organisatrices de ce staff, Delphine Héron et Alexandra Dur, et je vous remercie.